Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une seule dépêche. Une de ces brèves, vous savez, qui pourrait passer un peu inaperçue, mais qui en réalité est la partie émergée d'un immense iceberg. La source, c'est un article de l'agence Associated Press qui nous dit ça. Le Mali et le Burkina Faso interdisent désormais l'entrée sur leur territoire aux citoyens américains. Notre mission, c'est de comprendre ce qui se joue vraiment derrière cette annonce. Parce que ce n'est pas juste une histoire de visa, hein. C'est le symptôme, je crois, d'un réalignement beaucoup plus profond en Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que ce bras de fer nous dit sur l'avenir du Sahel? C'est ce qu'on va explorer. Alors, l'histoire immédiate, elle est très simple. Presque clinique, on pourrait dire. On a deux communiqués quasi identiques qui tombent des ministères des Affaires étrangères maliens et burkinabés. Ils annoncent la suspension de la délivrance de visas aux détenteurs de passeports américains. La raison invoquée, c'est un principe fondamental des relations internationaux, la réciprocité. La réciprocité, ce qui veut dire que ce n'est pas eux qui ont tiré les premiers. C'est une réponse en fait. Exactement, c'est une réponse. Pour comprendre, il faut revenir quelques semaines en arrière. Le 16 décembre, l'administration américaine, elle, décide d'élargir ses propres restrictions de voyage. Elle ajoute une vingtaine de pays à sa liste. Et dans cette liste, on trouve qui? Le Mali, le Burkina Faso et aussi le Niger. Ah oui, Et la justification officielle de la Maison-Blanche, c'est la sécurité, je cite, les attaques persistantes de groupes armés. attendez, là il faut qu'on s'arrête une seconde. Si je comprends bien, Washington justifie sa décision par l'insécurité, c'est-à-dire le problème même que les gouvernements militaires de ces pays ont juré de résoudre en prenant le pouvoir par la force. C'est complètement paradoxal, non? C'est plus qu'un paradoxe, c'est vraiment le cœur du problème. L'argument américain, c'est une attaque directe, même si elle est en langage diplomatique, contre la légitimité même de ces juntes. C'est comme leur dire « vous avez échoué sur votre promesse fondamentale ». Hmm. Et leur réponse, en miroir, c'est de dire non seulement on n'est pas d'accord, mais on va vous appliquer la même mesure. On n'est plus dans une relation où vous dictez les règles tout seul. D'accord, donc cette histoire de visa, ce n'est que la surface, quoi. C'est la dernière escarmouche d'une bataille beaucoup plus large. Pour vraiment comprendre, il faut regarder ce qui se passe en dessous, sur les plaques tectoniques de la région. Absolument. Parce que cette interdiction de voyager n'est pas un acte isolé. C'est juste le dernier chapitre, pour l'instant, d'une histoire de rupture. Une rupture qui s'est créée depuis plusieurs années. Ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils sont tous dirigés par des militaires qui ont renversé des gouvernements élus. Et surtout, ils ne sont plus seuls. Ils ont créé une nouvelle structure, l'Alliance des États du Sahel, l'AOS. L'AOS, oui. Et ce n'est pas juste une alliance de défense, hein. C'est un véritable projet politique, un projet de souveraineté affirmée. Rupture, souveraineté, ce sont des mots forts. Mais concrètement, ça vient d'où? Ce sentiment, il n'est pas né du jour au lendemain. On a l'impression d'une accélération fulgurante. C'est une accélération, oui, mais qui vient de loin. Il y a d'abord, je pense, un immense sentiment de frustration populaire. D'accord. Des décennies de coopération avec l'Occident, et en particulier avec la France, l'ancienne puissance coloniale, n'ont pas empêché la situation sécuritaire de se dégrader de manière catastrophique. L'opération Barkhane, par exemple. L'opération Barkhane, exactement, elle est perçue par une grande partie de la population, non pas comme une solution, mais comme une partie du problème, inefficace et parfois même comme une ingérence. Du coup, ces coups d'État ont surfait sur un ressentiment anti-français et plus largement anti-occidental qui est très très profond. Donc le départ forcé des soldats français, c'était le premier acte de cette rupture. C'était l'acte fondateur de cette nouvelle posture, tout à fait. Ensuite, il y a eu la rupture avec la CEDEAO, l'Organisation économique régionale. Accusée par les Jantes d'être un syndicat de chefs d'État à la solde de Paris et de Washington. Donc chaque étape, c'est une pierre de plus dans la construction d'un nouveau bloc. Un bloc qui dit « les solutions pour le Sahel, elles seront sahéliennes et c'est nous qui choisissons nos partenaires ». Et dans ce contexte, la réponse aux États-Unis n'est pas surprenante. Elle est la suite logique de ce grand mouvement de balancier. On parle de grande géopolitique, de blocs, d'alliances. Mais au final, qui paye la facture de cette diplomatie du miroir? Parce que j'imagine que ce sont rarement les dirigeants qui subissent les conséquences de la fermeture des frontières. C'est le point aveugle de toute cette affaire. Et c'est ce qui manque cruellement dans la dépêche d'AP d'ailleurs. Le coût humain est énorme et il est totalement invisibilisé. C'est-à-dire?
Quand on parle de restriction de visa, ce n'est pas une abstraction. On parle de l'étudiante en ingénierie de Ouagadougou qui voyait sa bourse pour le MIT comme la chance de sa vie et qui voit son dossier bloqué. On parle du petit entrepreneur de Bamako qui importait des pièces détachées des États-Unis dont le business est maintenant en péril. On parle de familles, dispersées entre les continents, qui ne peuvent plus se réunir. Et au-delà de ces destins individuels, quel impact ça a sur les sociétés elles-mêmes, à plus long terme? C'est potentiellement dévastateur. Ça accélère la fuite des cerveaux. Les talents qui le peuvent encore vont chercher d'autres voies pour partir, et ceux qui restent se sentent piégés. Ça crée aussi un climat d'isolement terrible pour la société civile. Les journalistes indépendants, les chercheurs, les défenseurs des droits humains, tous ceux qui dépendent des échanges internationaux pour leur travail et leur protection se retrouvent coupés du monde. Ah oui, bien sûr. Et ça complique aussi le travail des ONG humanitaires sur le terrain. En voulant sanctionner des régimes, on finit par étouffer les sociétés qu'on prétend vouloir aider. C'est une conséquence tragique et souvent sous-estimée. Alors, dans ce bras de fer, qui tire vraiment son épingle du jeu? Parce que j'ai l'impression que, publiquement au moins, tout le monde prétend gagner. C'est une excellente question parce qu'il y a plusieurs niveaux de victoire. À très court terme, les juntes sahéliennes marquent des points. C'est indéniable, sur la scène intérieure en tout cas. Comment ça? Elles se posent en défenseurs de la dignité nationale, en leaders panafricanistes qui osent tenir tête à la première puissance mondiale. Ce discours souverainiste, il est extrêmement puissant. Il est très populaire auprès d'une jeunesse et d'une opinion publique qui sont lassées par ce qu'elles voient comme des décennies d'humiliation. Chaque condamnation de Washington devient une sorte de médaille pour eux. C'est exactement ça. Chaque communiqué devient une médaille sur leur poitrine. Et côté américain, quel est le gain? Pour l'administration américaine, le calcul est aussi principalement domestique. En restreignant les voyages depuis une région jugée instable, elle projette une image de fermeté. Elle montre qu'elle protège les frontières, qu'elle est intransigeante sur la sécurité. C'est un message facile à vendre en interne. Voilà, c'est un message facile pour son propre électorat. Donc chaque camp peut brandir cette escalade comme une preuve de sa détermination. Le problème, c'est que les bénéfices sont surtout symboliques et internes. Mais ce discours souverainiste, aussi puissant soit-il, est-ce qu'il ne sert pas aussi de paravent pour masquer une situation sécuritaire qui, sur le terrain, ne s'améliore pas forcément, voire continue de se dégrader dans certaines zones? C'est toute l'ambiguïté. Vous mettez le doigt sur la critique principale de leurs opposants. Le discours de souveraineté, c'est une chose, les résultats concrets, c'en est une autre. Et c'est là qu'interviennent les nouveaux partenaires. Les nouveaux partenaires? Oui, en se coupant de l'Occident, ces pays ne restent pas isolés. Ils se tournent vers d'autres acteurs, notamment la Russie, via les paramilitaires du groupe Wagner, qui a été rebaptisé Africa Corps. D'accord. L'offre russe est simple, un soutien sécuritaire direct, sans condition sur la gouvernance, la démocratie ou les droits humains. Il propose un modèle sécurité contre ressources. C'est très différent du partenariat occidental. On sort donc d'un modèle d'aide conditionnée pour entrer dans une logique de transaction beaucoup plus directe. Précisément. Et c'est là qu'on voit à quel point l'article d'AP, en se concentrant sur le va-et-vient diplomatique, rate une partie essentielle de l'histoire. Il ne parle pas de ces nouveaux acteurs qui remplissent le vide. Le vrai coût pour les populations, ce n'est pas seulement de ne plus pouvoir aller aux États-Unis. Non. C'est de vivre dans un pays où le partenaire sécuritaire principal est une organisation de mercenaires connue pour ses exactions. Le silence des citoyens ordinaires dans ce genre de dépêche, il est assourdissant. On parle des États, des ministères, mais jamais des gens. Si les anciens outils de la diplomatie occidentale, les sanctions, les restrictions de visa, la suspension de l'aide, non seulement ne fonctionnent plus, mais semblent même être contre-productifs, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir global? Ça signifie, je pense, que le logiciel doit être complètement réécrit. L'approche occidentale traditionnelle, qui consiste à utiliser des leviers de pression pour encourager un retour à l'ordre constitutionnel, elle est en échec total. Pur que ça même. Oui, pire, elle produit l'effet inverse. Chaque sanction est perçue comme une agression néocoloniale et elle renforce la position des juntes. En somme, et c'est ça le paradoxe, chaque sanction occidentale est devenue une brique de plus dans le mur de la légitimité de ces régimes. On n'est donc plus dans une simple relation tendue, comme le dit l'article, mais donc quelque chose qui ressemble plus à un divorce géopolitique? Le mot est juste. C'est un divorce. Et ces États cherchent déjà de nouveaux partenaires. C'est ce qu'on appelle le multi-alignement. Le multi-alignement. Oui, il ne s'agit pas de basculer d'un bloc à un autre, comme pendant la guerre froide. Il s'agit de faire son marché, de choisir ses partenaires à la carte en fonction de ses intérêts. La Russie pour la sécurité musclée, la Chine pour les infrastructures, les prêts sans conditionnalité politique, la Turquie qui vend ses drones de combat, l'Iran aussi qui avance ses pions.
C'est une diversification des alliances qui rend la situation beaucoup plus complexe et beaucoup moins lisible pour un observateur extérieur. Exactement. On assiste peut-être au tracé de nouvelles lignes de fracture ou de connexion sur le continent, et ça témoigne d'une chose fondamentale, une affirmation de l'agence africaine. Qu'on soit d'accord ou non avec les choix de ces gouvernements, ils sont en train de faire des choix. Ils ne subissent plus, ils agissent. Voilà. Ils ne sont plus des sujets passifs de la politique étrangère des grandes puissances, ils deviennent des acteurs qui tentent, avec les cartes qu'ils ont, de redéfinir leur place dans le monde. La grande question qui reste, c'est de savoir si cette quête de souveraineté, sur la scène internationale, se traduira par une amélioration réelle de la vie des citoyens. Et ça, pour l'instant, c'est loin d'être garanti. Donc, si on résume, ce qui a commencé pour nous comme un simple titre sur une interdiction de voyage est en fait une fenêtre sur un changement de paradigme. C'est une histoire d'affirmation de souveraineté, de l'échec d'une certaine diplomatie et des conséquences très humaines d'un grand jeu de pouvoir qui nous dépasse tous. C'est exactement ça. L'essentiel à la lecture de cette dépêche, c'est pas seulement de savoir ce qui s'est passé. Un pays A interdit les citoyens du pays B qui riposte. Bon. C'est de comprendre pourquoi ça s'est passé, dans quel contexte de frustration et de réalignement plus large, et surtout ce que cela annonce pour l'avenir. Et pour conclure, voici une pensée pour la route, qui boucle la boucle avec notre point de départ. Les États-Unis ont justifié leur interdiction par l'insécurité, le problème même que les juntes ont promis de régler. Alors que ces États du Sahel se tournent vers de nouveaux partenaires militaires, une question cruciale se pose. À quoi ressemblera un succès dans la lutte contre les groupes armés dans cette nouvelle configuration? Et peut-être plus important encore, qui aura le pouvoir de le définir? Washington, Paris, Moscou, ou les peuples du Sahel eux-mêmes?